On s'est intéressé aussi aux pollutions d'hydrocarbures qui ont eu lieu au Québec. Okay? Donc, il y a eu des contaminations de prises d'eau au Québec. On va parler de celle des lagunes de Mercier. Il y a 2 villages, la Conception et Sainte-Marceline, qui ont été pollués aussi par des hydrocarbures. On va parler de la tragédie du lac Mégantic qui a amené la pollution dans les Chaudière et la crise de l'eau à Longueuil il y a 1 an et demi de ça à peu près. Les plus anciens ici peut-être se rappellent un peu de la contamination de l'eau à Mercier, il y a une 50aine d'années. On avait entreposé des huiles usées, des résidus pétroliers dans des lagunes qui devaient être étanches normalement, mais les lagunes n'ont pas été étanches. Et ça a amené, ça les a percolés dans la nappe phréatique près de Mercier, Châteauguay. Ça a pollué 30 km, une superficie de 30 km de surface. Le sol a été pollué. Plusieurs résidents ont dû, les puits ont été bannis. Le village de Sainte-Martine a dû canceller son approvisionnement de ses puits. Elle a été approvisionnée depuis ce temps-là, depuis une trentaine d'années, 35 ans, dans les années 80. Sainte-Martine, maintenant, est approvisionnée par l'aqueduc de Châteauguay, parce que le village était condamné. Plus que ça, la pollution est toujours présente 50 ans plus tard. Et ils ont construit un poste de pompage avec une usine de traitement d'eau qui est toujours opérationnelle. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait juste tenter d'éviter que le panache se répande encore plus loin. Donc, il y a 3 puits qui puisent l'eau en permanence, 24 heures sur 24. Et cette eau-là, elle est traitée par cette usine-là. Et elle est rejetée dans l'environnement. Ça, c'est pour créer un courant, au lieu que l'eau s'étale pour aller contaminer encore plus loin. Ramener ça vers les puits de captage pour garder la pollution au fameux 30 km de surface. Ça, c'est le cas des lagunes de Mercier, qui perdurent encore pas. 2 villages au Québec ont été, eux aussi, malmenés par les hydrocarbures, pas dans le cas de Dublin, mais de vieux réservoirs abandonnés dans un cas. Dans l'autre cas, c'est un vieux site dépotoir duquel aurait percolé les hydrocarbures et se sont rendus compte qu'il y a des analyses, entre autres de benzène, que ça dépassait les normes. Et donc, ces 2 villages-là, de Conception et Sainte-Marceline, un en 2013 et en 2016, ils ont procédé exactement au même genre d'analyse et de situation, à savoir, pendant toute la durée que ça a pris pour faire les études et trouver la solution, on parle d'environ 2 ans que ça a pris. Donc, pendant 2 ans, la population a été sous un avis de non-consommation. On va le voir tantôt, il y a des avis d'ébullition, il y a des avis de non-consommation. Lorsqu'on dépasse un paramètre physico-chimique, la population ne veut pas la mettre en péril. Donc, ils ont eu des avis de non-consommation avec restriction d'usage. Donc, il fallait que les douches soient le plus court possible, des choses comme ça. Qui a duré 2 ans. Le temps qu'ils fassent les études, leur première approche avait été, on va essayer de creuser des puits. Et puis, c'était pas, les puits qu'ils creusaient, c'était pas non plus correct. Donc, ils se sont rabattus sur l'idée on va traiter notre eau qui contient du benzène et on va utiliser des équipements sophistiqués, des tours d'aération, des filtres au charbon actif en grains. Avec ces équipements-là, aujourd'hui, ils sont en mesure de l'eau est pas devenue confort. On voit que ces solutions-là, c'est seulement pour des petites municipalités. Dans un autre cas de pollution d'hydrocarbures au Québec, c'est le cas de la tragédie ferroviaire au lac Mégantic. Il y a 3 ans, on s'en rappelle tous. Dans ce cas-là, il y a eu 100 000 litres d'hydrocarbures qui a atteint le lac Mégantic et sa décharge à lui, c'est la rivière Chaudière. Donc, il y a 3 municipalités qui prenaient l'eau de la rivière Chaudière, Saint-Georges, Sainte-Marie et Lévis. Et ils ont été privés de leur source d'eau pendant 74 jours. Donc, ici, le déversement de l'accident a lieu à lac Mégantic. Saint-Georges-de-Beauce, c'est 80 km en aval. Sainte-Marie, un peu plus loin. Et Lévis, on est rendu à peu près à 150 km plus loin. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 2 mois et demi pour s'en tirer. Auparavant, je peux juste vous dire que la pollution était quand même très forte pendant surtout les 2 premières semaines suite au déversement. Il y avait les résultats 10 à 100 fois supérieurs aux critères maximum acceptables. Donc, l'eau était sévèrement polluée. Ils ont fait des analyses au niveau des poissons. Le taux de déformation, d'anomalie des poissons est passé de 5 à 40% en une semaine qui a suivi le déversement. On a aussi répertorié des dépôts de pétrole jusqu'à 80 km du lieu du déversement
au kilomètre zéro, c'est au lac Mégantic. Puis ici, tout ce qu'on voit, c'est les sites où le pétrole, il y en a qui ont flotté, mais aussi le pétrole qui a coulé. Jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce, il y a eu des dépôts de pétrole dans le fond de la rivière Chaudière. On voit qu'à certains endroits, ça dépassait les critères maximaux acceptables pour les sédiments. On a observé aussi que dans les printemps qui ont suivi, le pétrole a été ressoulevé lorsque du gros débit, comme c'est la période. Évidemment, s'il y a des dépôts de pétrole dans le fond des cours d'eau, lorsque le débit augmente, ils ont constaté au printemps de 2014 et 2015 des augmentations en termes d'hydrocarbures, ça durait 4-5 jours dans la rivière Chaudière. Ici, on voit ce qu'ils ont fait à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, dans les heures, les journées qui ont suivi le déversement, ils ont installé des estacades, on en voit deux, parce qu'ici, c'est la prise d'eau de Saint-Georges-de-Beauce. Donc, c'est l'entrée qui amène l'eau à la station d'eau potable. Donc, ils ont évidemment eu besoin de protéger la prise d'eau. Évidemment, les travailleurs sont là aussi pour essayer de récupérer une partie des huiles qui flottent. On est à 80 km quand même du lieu. On voit un travailleur avec des boudins absorbants qui absorbent les hydrocarbures. Et aussi un écumoire pour aller aspirer un peu les flottants qui sont contenus. À Saint-Georges-de-Beauce, ils avaient la chance d'avoir une prise d'eau alternative du lac Poulin. J'étais moi-même déjà surintendant à l'usine quand j'étais plus jeune, dans mes débuts de carrière. Et en fait, le surintendant me racontait à quel point on était chanceux là-bas. Parce qu'en 2008, il y avait eu un débat à l'hôtel de ville, parce qu'ils ont rénové la centrale d'eau à Saint-Georges-de-Beauce en 2008. Et là, la question c'était est-ce qu'on conserve la vieille prise qui nous arrive du lac Poulin? On n'aura plus besoin, c'est fini le lac Poulin, donc on a une nouvelle usine qui prend toute l'eau de la rivière Chaudière, on n'a plus besoin de la vieille prise. Le responsable me disait on s'est battu pour garder la vieille prise. Heureusement qu'on l'a fait, parce que dans un cas comme celui-là, il aurait été bien mal pris. Plus loin, à Sainte-Marie, eux aussi ont été capables d'aller chercher l'eau d'une autre rivière, la rivière Carter, pour se dépanner. À Lévis, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont eu recours à l'installation de 3 conduites de surface. La première, à Lévis, on le voit, le tracteur, ils ont installé une conduite de 2 km parce que même la rivière Chaudière, la qualité de l'eau n'était pas acceptable. Donc, pour aller chercher de l'eau brute d'une autre rivière. Parce que là, c'est la rivière Beau-Rivage, qui est à 2 km, somme toute relativement proche de la station pompage de Château. Mais cette conduite-là n'était pas en mesure de fournir tout le débit nécessaire à l'usine. Ils ont aussi construit 2 conduites de surface pour alimenter les secteurs de Saint-Romuald et de Charbon. Tout ça, ça a coûté au-delà de 5 millions à la ville de Lévis. Les messieurs responsables là-bas disaient à quel point on était chanceux que ça arrive l'été d'installer ces conduites-là en plein hiver à Montréal. Ils disent ça, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, la ville de Lévis a déposé un mémoire au bac il y a 1 an. Et ils exigent, dans le cas de l'avenue d'Énergie-Est, le maire exige la construction de 3 prises d'eau brute pour ces 3 usines d'eau potable. Il ne veut pas être pris une deuxième fois les culottes à terre. Ils l'ont été une fois. Là, ça coûte 75 millions pour faire ça. Ils veulent que l'Énergie-Est défraie les coûts. Vous voulez passer le tuyau ici, mais arrangez-vous pour avoir des prises d'eau alternatives. À Longueuil, il y a eu un incident aussi avec les hydrocarbures en janvier 2015. Il y a eu une fuite d'un réservoir d'huile. La très grande majorité s'est retrouvée à l'usine d'épuration des eaux usées. Mais dans les heures qui ont suivi le déversement, il y a eu une petite quantité qui s'est infiltrée par la craque de solar. Le directeur de l'usine m'a expliqué ça. Par la craque dans une craque de béton, il y a une certaine quantité, on ne peut pas l'évaluer, de 10 litres, 50 litres, 100 litres, ils ne sont pas en mesure, mais il y a une petite quantité d'huile qui s'est introduite dans le puits d'eau brute de la station de Longueuil. Vous vous rappelez sûrement la catastrophe que ça avait créé là-bas. Ça avait duré 3 jours. Les gens, l'eau goûtait les hydrocarbures, l'eau sentait les hydrocarbures. En fait, c'est les gens sur le réseau qui ont alerté la station. Les hydrocarbures avaient traversé toute la chaîne de traitement de l'usine d'eau de surface. Aucune personne à l'usine n'avait perçu le problème. Donc, sur le réseau, les gens ont appelé pour dire il me semble que ça goûte le pétrole, ça sent le pétrole. Là, évidemment, ils ont constaté qu'il y avait eu une contamination de l'eau. Et donc, là, la ville a distribué de l'eau embouteillée aux résidents pendant les 3 jours qui a duré la vie de non-consommation de l'eau. Mais ils ont maintenu la distribution de l'eau. On a regardé rapidement sur Internet, c'est assez facile à voir, il y a eu des catastrophes un peu partout dans le monde. En Chine,
En Chine, entre autres, il y a eu un déversement en 2014 d'un oléoduc qui a pollué la prise d'eau de 2,4 millions de Chinois avec des hydrocarbures. Ils ont été privés de leurs sources d'eau pendant quelques jours. Même chose au pays à côté, au Inde. C'est un oléoduc là aussi qui a fui, qui a pollué le fleuve Gomati là-bas. Dans ce cas-là, les stations d'eau, il y en a eu 3 ou 4, qui ont été 4 stations qui ont été fermées pendant presque une semaine. Donc, c'est des incidents qui arrivent aussi à là. Sur la rivière Yellowstone, tantôt, je vous ai montré une photo d'un déversement en situation hivernale. En fait, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? La cause de la fuite, c'est la rivière Yellowstone, un peu comme au Québec, c'est une rivière à débit important. Donc, débit important dit érosion aussi. On voit ici qu'est-ce qui est arrivé. Normalement, le tuyau devait être enfoui et protégé, mais à cause du courant d'eau, il s'est dégarni. Et l'érosion a fait que c'est ça qui a amené la fuite de l'oléoduc là-bas sur la rivière Yellowstone. Donc, la fuite a été causée par le déplacement de gravier au bas dans le fond. Ici, on est là encore en Montana l'an dernier. On voit que le village de Glendale, il y a 5000 habitants, ils ont eu recours à l'alimentation en bouteilles d'eau. Ça a duré une semaine. Il y avait une contamination au benzène. Les gens du réseau d'aqueduc ont procédé au curage du réseau d'aqueduc. Une des choses qui leur a beaucoup surpris là-bas au Montana, lors du déversement, c'est que leur prise d'eau était à 4,2 mètres de creux. Ils pensaient que le contaminant penserait sans problème. Ils se sont rendus compte que le percolé dans toute la colonne d'eau, ils ont attribué ça au fait qu'ils étaient en hiver, couverts de glace, l'évaporation est beaucoup moindre, donc la contamination était beaucoup plus présente. Il y a eu des audiences publiques qui ont été menées par la communauté métropolitaine de Montréal en 2015, et il y a plusieurs villes autour de Montréal qui ont déposé des mémoires. J'en ai listé quelques-unes ici, la ville de Laval, la ville de Haute-Montigny, ont mentionné eux aussi à quel point les stations d'eau ne sont pas en mesure de traiter une quelconque contamination des hydrocarbures. Non seulement ils ne peuvent pas le traiter, qu'ils pourraient même contaminer leurs usines, particulièrement les filtres au sable. Toutes les usines d'eau ont des filtres à sable pour filtrer l'eau. C'est des hydrocarbures qui percolent là-dedans, ça peut contaminer le sable et le rendre inutilisable. Dans ce cas-là, il y a des nettoyages longs et onéreux pour les stations. Donc, il souligne le risque d'arrêt d'approvisionnement en cas de déversement. Il mentionne aussi, la ville de Haute-Montigny mentionne même le fait que ça peut aller jusqu'à une évacuation de la ville. Si nos usines d'eau ne peuvent pas fonctionner, si on ne peut pas distribuer de l'eau, les gens ne peuvent pas rester à la maison. Une panne électrique, on peut toujours survivre. Mais une panne d'eau, on ne peut pas survivre à ça bien longtemps. Les toilettes et tout, il n'y a rien qui fonctionne. Quelques minutes pour parler un peu justement du fonctionnement d'une usine d'eau. Donc, si vous avez les principales étapes de traitement de toutes les usines de purification de l'eau, les ciels d'Artierville, c'est les mêmes étapes. Donc, on prend de l'eau brute. Première étape, c'est le dégrillage, enlever les feuilles, les algues, éviter que les poissons pénètrent dans l'usine. Ensuite, on a une étape de coagulation, floculation. Ça, c'est pour agglomérer toutes les particules ensemble, pour être en mesure de les décanter plus facilement. Donc, juste avec ces étapes-là de coagulation, floculation, décantation, on peut éliminer. Tantôt, on voyait les rivières très, très turbides. Là. Pour nous, la turbidité, je n'ai aucun problème à enlever la turbidité de l'eau, c'est facile. Même si ça améliore souvent le traitement, ça fait un gros flux, ça décante bien. La turbidité, c'est très facile à enlever. S'il en reste un petit peu, c'est pas grave, on a nos filtres à sable qui finit la job. Ensuite, on rajoute des barrières à la désinfection. Récemment, au Québec, on a mis aux normes plusieurs usines d'eau potable en ajoutant la désinfection ultraviolet. Okay, donc ça, c'est pour tuer les bactéries, les virus. À ça, on ajoute une chloration toujours. La chloration, c'est pour assurer un résiduel sur nos réseaux d'eau potable. S'assurer qu'il y a toujours une petite résiduelle de chlore pour assurer une sécurité. On va devoir corriger, ajuster le pH pour éviter la corrosion. Et ensuite, l'eau peut être distribuée. Toutes ces étapes-là, ça prend à peu près 3 heures. Une usine d'eau qui prend sa goutte d'eau, à peu près 3 heures après, est prête à être distribuée. Les besoins en eau au Québec, c'est qu'il faut fournir à peu près 600 litres par jour par habitant. Okay, c'est la moyenne québécoise des besoins en eau pour la distribution. Donc, nos usines d'eau potable sont là pour assurer l'élimination de la turbidité, je l'ai dit, les coliformes, évidemment, ça aussi c'est facile pour nous, c'est pas un problème avec les
d'assurer la désinfection de l'eau, ça ne cause aucun problème, d'enlever la couleur, l'ammoniac, le fer, le manganèse, on n'a aucun problème avec ça. On est régi vraiment par les lois et règlements. Il y a le règlement sur la qualité de l'eau potable qui nous oblige à procéder à peu près à 77 normes sur la qualité de l'eau distribuée qu'on doit respecter dans nos usines d'eau. Donc, la fréquence de ces analyses-là est selon la population. Plus la population est importante, plus la fréquence va être importante. Parmi les analyses qu'on fait dans le cas d'une contamination aux hydrocarbures, qui nous traite ici ce soir, c'est évidemment le benzène, qui est un paramètre important parce que c'est un rejet des hydrocarbures. Et un autre, un HAP, celui-là, un hydrocarbure aromatique polycyclique, le benzoylpyrène. Là, on voit les valeurs maximales acceptables dans l'eau potable. Je vous signale le point 5 microgrammes à la toute fin, dans quelques minutes. On va revenir avec les teneurs auxquelles on a été prise s'il y a une fuite d'énergie. Donc, déjà, à partir de 1 microgramme par litre, on est déjà un petit peu dans une zone problématique. Donc, ce règlement-là s'applique à tous les réseaux de plus de 20 personnes. Aujourd'hui, la qualification est requise, elle est obligatoire pour travailler dans une usine d'eau ou même sur le réseau d'aqueduc. Donc, notre institution a l'étabilité à former les opérateurs d'usines d'eau. Toutes les stations d'eau aussi doivent posséder en continu des analyseurs de turbidité, des analyseurs de chlore résiduel 24 heures sur 24. Et à toutes les 4 heures, on est obligé de faire des suivis sur la qualité de l'eau à l'usine. Donc, c'est très suivi, il y a un bon contrôle qui se fait. Mais malgré tout ça, des fois, il peut arriver des petits pépins. Celui-là, vous connaissez peut-être le plus, c'est les avis d'ébullition. Donc, lorsqu'on découvre un coliforme qui court sur notre eau distribuée, on est obligé d'émettre un avis d'ébullition. Donc, on demande aux gens de faire venir au moins 1 minute dans ce cas-là. Il y a d'autres situations plus rares, celle d'avis de non-consommation, comme à Longueuil, comme on mentionnait tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est le cas de dépassement d'une norme physico-chimique. Par exemple, le benzène serait trop élevé, le mercure serait trop élevé. On dirait aux gens, ça ne donne rien de faire bouillir l'eau, ça n'enlève rien. Bouillir l'eau, ça tue les bactéries, les virus, mais ça n'enlèvera pas le benzène ou ces autres contaminants. Donc, dans ce cas-là, c'est un avis de non-consommation qui est envoyé via les médias. Il y a une vingtaine de stations au Québec, ça représente 4 millions de Québécois qui se sont même donné des objectifs encore supérieurs au règlement. Ils font partie d'un programme d'excellence en eau potable. Et dans ce cas-là, c'est responsable de stations-là, les opérateurs dans les usines, mais ils s'astreignent encore à plus de suivi, à plus de contrôle pour donner en fait une eau de encore de meilleure qualité. Donc il y a une conscientisation qui est assez forte dans les usines d'eau pour essayer d'avoir la meilleure qualité d'eau pour nos citoyens. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire dans une usine d'eau. Notre hantise, c'est la présence d'hydrocarbures à la prise d'eau. Et dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire le plus vite, c'est de fermer la prise d'eau. On ne veut pas laisser entrer ces substances-là dans l'usine, du fait qu'ils peuvent contaminer l'usine, entre autres, et évidemment contaminer les résidences, ça passe à travers. Donc la conclusion de notre mémoire, c'est à l'effet qu'il n'y aurait aucun plan B pour la région métropolitaine s'il y avait un déversement majeur d'hydrocarbures. Accélérer un petit peu, parce que je vois que le temps avance. Donc le personnel enseignant s'oppose évidemment au projet. Ensuite, cet été, il y a eu le déversement de Saskatchewan, en juillet 2016. On voit un petit peu les panaches de bitume, de sable, de bitume dilué qui sont dispersés dans les glaces Saskatchewan. Ici, on est vraiment au tout début du déversement. On voit une pépite qui commence à creuser pour essayer de trouver il est où la fuite dans le tuyau. Ils ont dû remonter sur 300 mètres avant de trouver la fuite. Donc, on voit le début vraiment du panache qui se déverse dans les glaces Saskatchewan. Ici, c'est 120 km plus loin. 24 heures, 24 à 48 heures après, on est à North Battleford. On voit le panache sur la rivière qui passe en face de la ville de North Battleford. Donc, cet été, le déversement a eu lieu à Maidstone, tout près de Maidstone, pour la rivière. 120 km plus loin, on est à North Battleford. Ils ont fermé leur prise d'eau le 22, donc une journée après le déversement. Les polluants ont été visibles jusqu'à 500 km. Sur la surface de l'eau, l'irisation, la courbe de pétrole, ils en ont observé jusqu'à 500 km. Évidemment, à Prince-Albert, c'était un sujet d'actualité et aussi les gens étaient sur le pont pour voir passer le pétrole. À Prince-Albert, 4 jours après le déversement, le 25 juillet, ils ont fermé leur prise d'eau.
La cause du déversement là-bas, ça a été un déplacement de sol. Donc ici, on voit le pipeline qui a coulé sur un 16 pouces. Il y a eu plusieurs pluies auparavant et ça a amené en fait un plissage de 21 degrés des conduits. Donc le sol s'est déplacé et ça a plissé la conduite. On voit un peu la fissure en bas ici. À côté, c'est un autre oléoduc, c'est lui qui transportait les solvants, le condensat. Lui aussi, il a plissé, mais il ne s'est pas fissuré. Donc le 225 000 litres provient de la fissure qui a eu lieu ici à 300 mètres de la rivière. Donc la compagnie Husky, dès qu'ils ont été alertés, ont débuté une campagne d'échantillonnage de l'eau le long de la rivière. Donc, le point d'entrée, c'est là où a eu lieu la fuite. La compagnie a ciblé 5 secteurs pour procéder à des analyses. Ils ont retrouvé du toluène, des benzènes, des benzalopyrènes sur toute la longueur de la rivière jusqu'à 380 km. Il y a eu des détections qui ont été faites. L'agence gouvernementale a tardé un peu à se mettre en branle. Ils ont été beaucoup reprochés de ça, mais 2 semaines après les événements, l'agence de l'environnement a enfin décidé même de faire leurs propres analyses et de ne pas se fier aux analyses de Husky. Éventuellement, s'il y a une poursuite, ça fait un peu curieux que tu sers des analyses de lui que tu veux poursuivre. Donc, ils ont fait aussi des analyses sur la rivière. Ils en ont fait 278, mais ils ont commencé ça au jour 14 après le déversement. Même à ça, ils ont trouvé des polluants jusqu'à 500 km du lieu de déversement. Donc, encore là, le toluène, le pyrène, le fluorantène ont été retracés jusqu'à 500 km. On parle un petit peu de ce qu'ils ont fait les 3 municipalités au niveau de leur prise d'eau. La première ville qui a été touchée, c'est North Battleford, donc à 120 km. Eux, ils ont été un peu chanceux, ils ont deux usines d'eau. Il y en a une qui prenait l'eau de la rivière et il y a aussi une autre usine qui prenait de l'eau souterraine. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'usine qui prenait l'eau à la rivière. Donc, ils ont protégé leur prise d'eau. Ils ont fermé, évidemment, complètement l'utilisation de cette usine-là pendant 55 jours. Là, ils ont creusé 4 nouveaux puits à l'autre station, mais ça a pris un mois avant que ça se fasse. Et pendant ce délai-là, ils ont eu la chance d'avoir une autre municipalité à 10 km qui n'était pas impactée par le déversement. Et là, ils ont fait une conduite de surface de 10 km pour alimenter en eau traitée la ville de North Battleford. Donc, ils ont gardé cette prise-là pendant 6 mois, jusqu'au mois de novembre. En novembre, évidemment, avec l'arrivée de l'hiver, l'autre usine s'est remise en marche complètement parce qu'en septembre, le 16 septembre, ils ont relevé les estacades, ils ont reparti l'usine. Mais au courant de l'automne, ils ont installé des unités de pré-traitement à cette usine-là au cas où, parce que là, justement, dans ce temps-ci de l'année, ils savent qu'il va y avoir des ressauts d'hydrocarbures à leur station d'eau et qu'ils veulent être prêts. Plus loin, à nord, à Prince-Albert, eux, dans un premier temps, ils ont eu 4 jours pour se préparer. Ils ont su évidemment que la catastrophe s'en venait. Dans un premier temps, on dit aux gens de remplir tout ce qu'il y avait des récipients, des baignoires, remplissez tout ce que vous pouvez d'eau, parce qu'on va manquer d'eau probablement bientôt. Lorsque le panache est approché de Prince-Albert, ils ont évidemment fermé leur prise d'eau. Là, ils ont mis en vente de drastiques mesures de restriction d'eau. Ils ont fermé des commerces pour éviter qu'ils consomment de l'eau. Ils ont instauré une amende de 1 400 $ pour toute personne qui contreviendrait au nouveau règlement. Ils ont eu l'autorisation pour les 4 premiers jours, de temps qu'ils construisent leurs 2 prises d'eau, d'aller prélever l'eau d'un étang d'eau de pluie. À proximité de l'usine, il y avait des étangs d'accumulation d'eau de pluie qui n'étaient pas prévus comme source d'eau. Mais bon, ils sont allés prélever de là, ils ont traité cette eau-là. Ça leur a donné un délai de 4 jours pour construire 2 conduites. Une première conduite qui part de la station ici, qui est en allé chercher l'eau à la rivière Spruce, et la grosse conduite est allée chercher l'eau d'une autre rivière, à 30 km. Ça, c'est l'installation à la rivière Spruce. Donc, ils ont dû construire un barrage pour faire une retenue d'eau. Ils sont allés à la dame, au réservoir, à 20 km. Ils ont ouvert les vannes pour donner un petit peu plus de volume d'eau. Et là, ils ont installé une conduite de 6 km pour rejoindre en eau brute l'usine. Mais ils savaient que ça ne serait pas assez pour les besoins de la ville. Ils ont dû procéder à l'installation d'une deuxième conduite. Et pour ce faire, c'est une conduite de 30 km. Donc, ils ont eu besoin de 30 camions-pompes en diesel avec moteur-pompe. À chaque kilomètre, ils ont installé un de ces camions-là avec une conduite de surface pour relier l'usine à la rivière.
Ici, on voit un de ces camions-là qui est installé, donc à chaque kilomètre, on voit la conduite qui doit être installée, qui suit son chemin. Évidemment, une fois rendu dans la ville, il y a des autos, il y a de la circulation. On voit comment ils ont dû procéder pour protéger la conduite des routes des gens. Donc, on voit les travailleurs municipaux qui ont installé la conduite pour qu'elle se rende jusqu'à la station d'eau de Prince-Albert. Évidemment, heureusement que c'est arrivé l'été. Le surintendant disait l'hiver, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ils avaient 1200 personnes aussi qui les alimentaient en eau à partir de l'usine de Prince-Albert, en milieu un peu rural, à proximité. Ces 1200 personnes ont été carrément coupées d'eau. Et là, ils ont eu recours à des livraisons par camion. Et les gens ont dû s'installer des réservoirs pour accumuler l'eau, évidemment, que le camion venait porter, sinon on n'emplissait pas ça avec des chaudières. Donc, ils ont eu des installations de réservoirs temporaires, livraison par camion pour 1200 personnes. Une autre ville plus loin, 500 km, Belfort, eux aussi ont été chanceux. En 1993, ils avaient construit, ils avaient rénové leur usine, et un peu comme à Saint-Georges-de-Beauce, ils avaient encore la vieille prise d'eau d'un lac. Ils l'ont remis en opération assez facilement. Mais ils ont quand même donné à la population la livraison par camion, parce que l'eau en provenance du lac, la qualité est un peu douteuse au début. Donc, ils ont mis des avis d'ébullition, il y a une personne qui a manqué d'eau. On voit que, autant sur la rivière Chaudière au Québec, la rivière Saskatchewan-Nord, la recette, c'est de trouver une autre prise d'eau. Nos usines sont en mesure de traiter un rejet hydrocarbures. Mes derniers topos que je vais faire, c'est au niveau du bitume dilué. On s'est rendu compte à quel point c'est encore plus problématique qu'un pétrole conventionnel, parce que la densité est voisine de celle de l'eau. Parce que c'est un produit qui adhère beaucoup aux matériaux, donc qui adhère au filtre à sable que je vous disais, c'est un goudron en fait. Une fois que les solvants, le bitume dilué, on le voit le bitume, on va le diluer avec des solvants, ça fait quelque chose qui peut se pomper, mais dès qu'il y a un déversement, les solvants vont s'échapper et on se retrouve avec du bitume. Et ce mélange-là, en fait, il est très adhérent. Adhérent avec le sable, avec les rivages, avec les végétaux, mais aussi avec les particules en suspension dans l'eau. Donc, ça peut amener encore plus de percolation dans la colonne. Ça rend aussi la récupération beaucoup plus difficile parce que là, il se retrouve dans le fond de l'eau. Et ça, c'est pas juste moi qui dis ça. Il y a aussi l'Académie des sciences des États-Unis, c'est la plus haute académie au monde au niveau des sciences. Là. Ils viennent de produire un rapport il y a un an de 160 pages. C'est ce qu'ils disent. Là. Densité plus élevée, adhérence accrue, récupération plus difficile, dispersion dans la colonne d'eau, sédimentation accrue. Ces produits-là sont pompés en moyenne à 800 livres de pression. Moi, je travaille dans le domaine de l'eau. On délivre votre eau chez vous à 80 livres, puis on a 20 de fuite. Les fuites au Québec, dans les réseaux d'aqueduc, c'est 20 Ça m'inquiète quand j'ai des pressions à ces niveaux-là, 10 fois supérieures. On dit qu'il n'y aura jamais de fuite, ou c'est très très rare. Alors, revenons un peu sur la catastrophe au Kalamazoo. C'était là aussi du bitume dilué qui s'est déversé dans l'eau. Dans le cas de la rivière Kalamazoo, le déversement a eu lieu à 3,2 km de la rivière. Ici, on voit la rivière Kalamazoo. Okay? Le déversement a eu lieu 3,2 km. D'ailleurs, ça leur a pris 17 heures avant qu'ils ferment les vannes. Okay? Tellement que les opérateurs à Edmonton, Enbridge, son lieu de contrôle, c'est Edmonton, ils ne croyaient pas ce que les manomètres lui donnaient comme information. Okay? Puis ils ont reparti les comptes 2-3 fois. Ça fait 17 heures. Là, c'est parce que quelqu'un les a appelés. Il est quoi, là, ça coule dans les gars. Et là, ils ont décidé de mettre à l'arrêt le système. Ça a pris 17 heures avant qu'ils réagissent. Et là, une fois, évidemment, ils ont déployé tous les efforts possibles. Mais qu'est-ce qu'on veut démontrer par cette photo-là? C'est qu'on voit que, malgré tous les efforts, on voit bien le bitume, là, ils ont de la misère à le capter. Ils passent un peu sous les estacades, sous les absorbants. On en trouve, là, malgré le fait qu'il y a plusieurs estacades tout le long de la rivière. Malgré le fait qu'ils sont dans une zone où il y a beaucoup d'accès facile. Okay? 10 km plus loin, toujours sur la même rivière Kalamazoo, ils mettent des estacades, mais on voit bien que ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, on n'enlève pas grand-chose. Okay? Donc, pas très rassurant pour les gens. Ici, ils travaillent, une équipe de travail au barrage, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les absorbants ici, on voit quelques travailleurs ici avec des boudins absorbants qui essaient un peu d'absorber du pétrole. On voit très bien que le mazout se déverse, il va être brassé par un rapide. Dans ce cas-là, c'est un barrage. Évidemment,
répand l'huile dans la colonne d'eau, des choses comme ça. On a aussi consulté la littérature, on a trouvé 2 études très intéressantes sur le bitume dilué. La première étude a été faite par Pêche et Océan Canada en 2013. C'est concernant comment le bitume se comporte dans l'eau. On en voit 2 cylindres ici. Là. Le premier cylindre, c'est du bitume frais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans l'eau, ils mettent le bitume frais, il vient juste d'être déversé, ils le mettent dans une colonne d'eau comme celle-là. Ils rajoutent un peu de turbidité pour faire semblant, parce que l'eau, c'est jamais clair, il y a tout le temps un peu de turbidité. Donc, ils mettent la tête diatomique dans l'essai, puis là, ils brassent tout ça. Puis là, on voit le cylindre après 24 heures de décantation. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une bonne partie du bitume qui est dans le fond. Il y en a encore qui flottent, mais il y en a une bonne partie aussi dans la colonne d'eau. Okay. L'autre à droite, ils font la même expérience avec un bitume, ça fait 3-4 jours qu'il est dehors. Donc, une partie des solvants sont partis. Okay. Donc, la densité est encore plus élevée. Ils font la même opération, ils mettent du bitume un peu avancé en âge, si on veut. Ils le brassent avec de l'eau. Encore là, on voit bien qu'il y a une partie qui dépose. Puis il y en a dans toute la colonne d'eau. Pour moi, qui est traiteur d'eau, c'est beaucoup ça qui m'inquiète parce que nos prises d'eau peuvent être à différentes profondeurs. Une autre étude qui a été faite tout récemment par la firme Ross, ils ont ici, c'est une piste de course qui veut simuler une rivière. Okay? Ils ont déversé là-dedans 5 litres de bitume dilué. Okay? Ils font aller des ponts, puis il y a des petites cascades, comme on fait une rivière. Puis là, ils font partir ça, ils ont fait partir pendant 4 jours. Et là, ils regardent ici, je n'ai pas mis toutes les photos, ici, ils peuvent voir comment se comporte le bitume. On voit bien qu'avec les heures, les jours qui passent, le bitume, il migre vers le fond. Puis une fois que le test est fini, il y a 15% du bitume qui est partout dans le réservoir. Donc, on constate eux aussi que le bitume dilué ne flotte pas très bien. Ce qu'on a voulu aussi, nous autres, par les études qui ont été faites cet été par l'Agence de l'environnement du gouvernement saskatchewanais. Donc, on parle à partir du 4 août jusqu'au 27 septembre. Ils ont fait 254 analyses de toluène dans l'eau. Qu'est-ce qui est intéressant avec les analyses qui ont été faites par le ministère? C'est qu'ils ont fait des analyses à 5 cm de la surface. Ils en ont fait 201. Puis ils ont fait 53 analyses de toluène à différentes profondeurs dans la colonne d'eau, de 30 cm à 400 cm. Quand on regarde la moyenne de tout ça, là, il y a plus de toluène dans la colonne d'eau. Toluène, c'est un des polluants qu'on retrouve dans ces produits-là. Il y a plus de toluène en profondeur que juste sous la surface. C'est une autre preuve que ces hydrocarbures-là percolent assez facilement dans la colonne d'eau. Un autre test qu'ils ont fait, le gouvernement, est intéressant pour les besoins de la cause, toujours en Saskatchewan. Ils ont installé sur plusieurs sites le long de la rivière des bidules comme ça qui sont en fait des absorbants qui vont tremper dans la rivière à différentes profondeurs. Juste pour voir s'il y a des hydrocarbures, comment ça se comporte. Okay, ils en ont mis plusieurs. Si on regarde la prochaine diapo, ici on est à 18 km en aval du déversement. 18 km plus loin sur la rivière à Nord-Saskatchewan. Ils ont installé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ils ont installé 42 le genre de mop, comme vous venez voir, à l'aide de cordes. Ils tirent des cordes de bord en bord de la rivière, ils mettent des poids, ils installent 42 absorbants à différentes largeurs, mais surtout différentes profondeurs. Moi, ce que je veux savoir, est où la pollution dans un courant d'eau. Ici, toute la pollution est sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que le polluant est arrivé, on a vu sa photo, le polluant commence par le côté, la rive sud de la rivière. Donc, on est à 18 km et la pollution, elle n'est pas encore dans toute la rivière parce que ça arrivait par le côté de la rivière. Si on va voir plus loin, on s'en va pas mal plus loin, on s'en va à 78 km, 75 km plus loin. Évidemment, c'est moins fort, la pollution est plus diffuse, 75 km. Mais qu'est-ce qu'on voit? Elle se promène un peu partout dans toute la colonne. Okay. Donc, ils ont fait ça sur plusieurs sites, on constate le même genre de choses dans la rivière. Donc, scénario que nous, on voit au Centre national, en cas de déversement majeur, c'est quoi les mesures d'urgence qui vont être à prévoir à la station 1? Première des choses, à l'approche de l'arrivée d'un panache, c'est clair, c'est la fermeture de la prise d'eau. Il n'y a pas d'autre option. Après l'épuisement des réserves, c'est pas long les réserves. Quand ça va mal, 12 heures, 16 heures, ça passe très vite. Okay? Il y a des villes que c'est même moins de 12 heures.
après l'épuisement des réserves, s'il y a encore une pollution d'hydrocarbures, on l'a vu dans des endroits, ça peut durer des semaines. Il y a deux options, il n'y a pas 25, il y en a deux options. La première, c'est qu'on décide de remettre en marche la production et de distribuer une eau légèrement contaminée. On se dit que ça va être moins pénible de distribuer une eau avec un avis de non-consommation, considérant qu'il y a des industries, qu'il y a du monde qui veulent rester chez eux. Je sais qu'on va peut-être considérer que c'est moins pire de remettre en marche notre production pour distribuer une eau légèrement contaminée avec avis de couvert de non-consommation. Ou l'autre option, ça va être de considérer que là, c'est trop pollué, on ne peut pas emmener ça dans l'usine, on va détériorer notre station d'eau, on va la contaminer, et pire que ça va être dangereux pour la population. Il y a deux options, soit qu'on décide de remettre en marche, ou on décide d'arrêter la distribution après la période, une fois que les réserves sont épuisées. Mais les réserves épuisées, on n'ira pas jusqu'au fond du baril, nous autres non plus, là. On va se garder une réserve incendie. Okay? On va arrêter les pompes de distribution avant d'être à sec complètement. On va garder notre réserve incendie pour être sûr qu'on peut protéger contre un feu comme ça. Donc, ce sont nos deux options, mais dans les deux cas, ça va être dramatique d'être obligé de distribuer de l'eau en bouteille. C'est pas une chose qui est facile. Puis d'arrêter complètement la distribution, c'est carrément un drame. On peut juste penser à évacuer un hôpital, il y a des morts. Bon. C'est pas facile à faire, l'évacuation d'hôpitaux. C'est pas quelque chose qui se planifie en 2 minutes. Une des dernières diapos, je vais aller vite un peu, mais on a fait des scénarios, nous aussi, on s'est basé exactement sur ce qui s'est passé en Saskatchewan l'été passé. Saskatchewan, il y a eu 80% d'inspiration d'huile qui s'est déversée et pour faire quelque chose d'assez simple au niveau de la quantité de microlitres d'hydrocarbures qui pourraient se retrouver dans la proximité de Montréal, dans le cas de la rivière des Outaouais, le débit moyen, c'est 2000 m3 à la seconde. S'il y a 1 million de litres qui se retrouvent dans la rivière des Outaouais, ce qui est fort probable, c'est loin d'être exagéré, on se retrouve avec des concentrations après une journée de dilution constante. La rivière des Outaouais à 2000 m3 avec un déversement d'1 million de litres, qui est loin d'être exagéré. On a 5780 microgrammes litres dans notre prise d'eau. Après une semaine de dilution constante, on a 830 microgrammes litres. Après un mois, 190. Tantôt, je vous disais que la norme pour le benzène, parce que le benzène, c'est une petite partie de ce qu'il y a dans les hydrocarbures, mais dès qu'il y a quelques microgrammes litres d'hydrocarbures, on a des problèmes au niveau de la salinité de l'eau, des goûts et des odeurs. Donc, on est tout pris avec une eau qui va contenir des centaines de microgrammes. Donc, en conclusion, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de multiples impondérables. En cas de déversement d'hydrocarbures, quels seront les composés? Ils ont 45 recettes différentes de pétrole qui va couler là-dedans. Il n'y a pas que du sable bitumineux, il y a aussi du pétrole de schiste aussi, du pétrole synthétique aussi. Donc, ils ont beaucoup de recettes différentes. Lequel va se déverser? Il faut savoir d'avance. Quelle sera la teneur à vos prises d'eau? Il faut savoir d'avance, je suppose que ça va avoir lieu. Quelle sera l'efficacité de la récupération des pétroles déversés si c'est l'hiver? Ça risque d'être assez limité. Donc, en fait, la question que j'ai posée au surintendant, je les ai rencontrés il y a un mois au Salon Americana, dans le cadre du Salon Americana. La question que je pose depuis quelques temps à mes amis, mes collègues qui travaillent dans les usines d'eau, quelles seront les teneurs en hydrocarbures, quelle sera la teneur en benzène, en toluène, sur lesquelles nous allons baser la décision de rouvrir ou non la prise d'eau. Un déversement d'hydrocarbures, fermer la prise d'eau, ça va de soi, c'est facile. Mais après la période de grâce de 12 heures, là, sur quoi on va se baser, nous autres, à l'usine d'eau, l'opérateur, le chef de station, il ne sera pas tout seul dans sa décision. Il va y avoir un comité d'urgence qui va s'être réuni, la santé, l'environnement, la sécurité publique. Mais sur quelle teneur résiduelle en hydrocarbures on va décider de rouvrir la prise d'eau? Est-ce que c'est l'analyse il y a une analyse qui regroupe un peu tous les hydrocarbures dans l'eau, c'est l'analyse des C10, C50. Donc, cette analyse-là, ça regroupe l'essence, le diesel, le mazout. Bon, c'est une analyse qui est englobante. Si j'en ai 100 microgrammes litres, est-ce que je rouvre la prise d'eau? Si j'en ai 500, j'en ai 1000, c'est quoi la valeur de base qui va nous dicter, nous, comme opérateurs de centrales d'eau, dire là, je rouvre ou je ne rouvre pas? Je n'ai pas rencontré personne encore qui m'a donné la réponse à ça. Quelles vont être les conséquences
Si on ne rouvre pas après 12 heures, si on ne rouvre pas, c'est quoi les conséquences? Personne n'a de l'eau, on s'entend, mais c'est d'autres conséquences aussi. Là. Les hôpitaux n'ont pas d'eau, les écoles vont fermer, les usines vont fermer. Si je rouvre après 12 heures et que j'envoie une eau contaminée, c'est quoi aussi les conséquences? Ça va être quoi les conséquences pour ma station d'eau? Ça va être quoi les conséquences pour le réseau? Ça va être quoi les conséquences pour les gens au bout du réseau? Bon, on pose la question. Qui va assumer la responsabilité de prendre la décision? Qui va la prendre, cette décision-là? Qui va assumer les responsabilités aussi? C'est-tu la ville? C'est-tu la santé qui va nous donner l'OK de repartir? C'est qui va prendre cette décision-là? Je termine juste par un petit peu ici MRC au trait. Okay, j'ai 4 petits diapos pour faire ça. Donc, je me suis beaucoup inspiré du très bon rapport de M. Jacques Harvey, qui a été produit pour vous ici à MRC d'Autrey. Donc, si quelqu'un ne l'a pas lu, je vous invite fortement d'aller le lire. Donc, ici, le pipeline va avoir une longueur d'à peu près 47 km de long à la MRC Autrey. Donc, en milieu agricole, 16 km. Milieu humide, on a parlé un peu de 15 km en milieu humide, donc c'est inquiétant. La tranchée, évidemment, l'emprise, c'est 42 mètres de large, l'emprise nécessaire en milieu agricole, 32 mètres en milieu boisé. On voit un peu le parcours dans la MRC ici, donc les valves qu'on parlait tantôt, il y a à peu près, je pense, 18 km entre deux valves. Donc, ça aussi, ça peut causer un problème. En cas de déversement, il va y avoir une perte aussi juste par gravité. Donc, c'est un parcours de 47 km dans la MRC, donc 35 cours d'eau à traverser. Ils ne sont pas tous majeurs, il y en a 5 majeurs. M. Jean-Pierre nous a parlé un peu des cours d'eau importants, mais il y a quand même 35 cours d'eau qui, évidemment, on sait bien, se rejoignent tous le fleuve Saint-Laurent. Donc, au bout de la ligne, c'est toujours le fleuve qui va écoper. Donc, ici, toujours dans son mémoire, M. Harvey parle des stations d'eau. Il y a celle ici à Berthier qui alimente 8000 personnes. Okay. Il y a celle ici à Lavaltrie qui alimente 13 800 personnes. Donc, on voit le parcours de l'oléoduc. Okay. C'est le ici. On voit les bassins versants, les différents cours d'eau importants. Donc, évidemment, la contamination, en cas de mesure d'urgence, d'où va venir la contamination? C'est pas d'avance. Est-ce qu'elle va venir du fleuve? C'est probable qu'elle vienne de la rivière de l'Outaouais, qu'elle vienne du fleuve. Elle pourrait aussi venir par vos différents cours d'eau qui vont intercepter le pipeline en chemin. Quand ça va avoir lieu, si c'est l'été ou l'hiver, c'est un facteur important. En hiver, ça va être encore plus problématique pour les mesures d'urgence. Quel sera le type d'hydrocarbures qui va être déversé? On ne peut pas le savoir d'avance. Ça va être quoi l'intensité des polluants? Ça non plus, on ne sait pas d'avance. Quel sera le débit d'eau de ces cours d'eau-là, qui va être un facteur important? En cas de gros débit, il va y avoir la dispersion du panache va être plus rapide. En cas de faible débit, le panache va être plus lent, mais la concentration va être plus forte des contaminants. Donc, on ne sait pas d'avance. Est-ce que ces usines-là disposent d'une source d'eau alternative? Bon, je ne connais pas spécifiquement le milieu ici pour ça. Je présume que si la fuite est au fleuve, probablement un peu comme on l'a vu en Saskatchewan, on pourrait aller chercher l'eau de la rivière un peu plus en amont. Donc, il y a peut-être des alternatives à ce niveau-là. Sauf qu'est-ce que les équipements vont être disponibles? S'il y a des versements importants, ce ne serait peut-être pas la seule ville à courir après des pompes, puis des tuyaux, puis tout ça. Surtout qu'il faut installer ça en dedans de 12 heures, pas de chance quand même. Il faut être assez rapide pour les satisfaire. Puis il y a toute la problématique aussi des puits. On voit encore, ça c'est la conduite ici dans la MRC. Donc évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont des puits, qui vont puiser l'eau, donc surtout en cas de fuite de faible intensité. Il peut y avoir facilement contamination de ces